L'Argentière-la-Bessée est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Argentiérois. Ses communes limitrophes sont Vallouis-Pelvoux, puis Saint-Vincent, Les Vigneaux, Saint-Martin-de-Carrière, Champollion, Fressinière, et La Roche-de-Rame. Géologie, relief et hydrographie. Chef-lieu du canton de l'Argentiérois, recouvrant le pays des Écrins, situé au confluent de la Gironde, vallée de Vallouise, et du torrent du Fournel avec la Durance, à environ 1000 mètres d'altitude. Voies de communication et transport. Voies routières. La commune est traversée par la route nationale 94 reliant Gap à Briançon, ainsi que par la route départementale 994, donnant accès aux stations du pays des Écrins, puis Saint-Vincent, Pelvoux. Le territoire communal est également traversé par les routes départementales 104 et 138A. Transport ferroviaire. La gare de l'Argentière-les-Écrins, implantée sur la ligne de Veynes à Briançon, est desservie par les TER Provence-Alpes-Côte d'Azur reliant Marseille, Gap et Briançon, ainsi que les intercités de nuit de la ligne Paris-Austerlitz à Briançon. Transport en commun. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est compétente en matière de transport interurbain et scolaire. La communauté de communes du pays des Écrins assure néanmoins un service scolaire interne à la commune, ainsi qu'une navette marché au départ des communes de l'intercommunalité. Risques naturels et technologiques. La commune est soumise à plusieurs risques, les avalanches, les feux de forêt, les inondations, les mouvements de terrain, radon, potentiel élevé, séisme, zone de sismicité de niveau 4, et transport de matières dangereuses. Elle dispose d'un document d'information communal sur les risques majeurs, dit crime, et d'un plan communal de sauvegarde. La commune est exposée au risque inondation du fait du passage de la rivière Durance, lieu principal des inondations de plaine dans le département. En 1928, la crue du Fournel a endommagé les usines et la voie ferrée. L'ensemble du département des Hautes-Alpes est concerné par le risque sismique. Pour la commune de l'Argentière-la-Bessée, il s'élève au niveau 4, selon la classification probabiliste de 2010. Le séisme le plus violent ressenti dans la commune a été ressenti le 27 novembre 1884, avec une intensité de 7. La commune est soumise à un plan de prévention de ce risque par lave torrentielle, mouvement de terrain, avalanche ou par crue torrentielle, ou à montée rapide de cours d'eau, prescrit le 27 juin 2001, et approuvé le 16 mars 2011. Toponymie. L'Argentière-la-Bessée depuis 1941, auparavant elle s'appelait simplement l'Argentière. La mine de l'Argentière est signalée dès 1202, sous la forme de castrum d'Argenteria, château des mines d'argent et château de l'Argentière. La Bessée est un hameau proche de la mine, signalé sous la forme de la Bessa, la Besseia, ou la Bezeta. En occitan alpin, la commune se nomme l'Argentière à la Bessa. L'Argentière, du fait de la présence de minerais d'argent, mine du Fournel, en occitan, Argenteria signifie mine d'argent. La Bessée, la Bessea, féminin de b, en occitan BECCDI, généralement retranscribé en français, du bas latin bessière betia, vient de bête sous baie, nom celtique du bouleau, désignant un lieu où poussent des bouleaux, fréquents comme nom de lieu et de hameau. Histoire. La commune est issue de la fusion en 1791 des anciennes communes de l'Argentière, sur la rive droite de la Durance, et de la Bessée, sur la rive gauche, sur la route de Briançon. Sur le territoire de la commune, des fouilles ont découvert une ville romaine à Champcella. Le village de la Bessée.
Le village de l'Abbessé est connu depuis le XIIe siècle. Il a été érigé en paroisse, le 15 février 1843. C'est dans ce village que se trouvaient les services administratifs, le juge, les notaires, le relais de poste et de diligence. 5 chanoines de la congrégation d'Oulx y desservaient un prieur et sous le vocable de Saint-Michel, il semblerait que la maison adjacente à la sacristie de l'église actuelle, fut le prieur et des chanoines d'Oulx. La chapelle Saint-Michel qui datait du Moyen-Âge, fut détruite au XIXe siècle pour permettre l'édification d'une église plus grande. Dans le registre historique rédigé par le curé Lagier de l'Argentière, ce dernier fait allusion à l'existence d'un monastère de religieuses installé à l'Abbessé Haute, à la même époque que les chanoines d'Oulx, c'est-à-dire dès le XIIe siècle. Mais le père Lagier ne précise pas de quelle congrégation il s'agissait. La présence d'un couvent à l'Abbessé peut nous conduire à émettre une hypothèse sur l'étymologie de ce nom. Jusqu'au début du XXe siècle en effet, le nom de ce village s'écrivait l'Abbessé ou l'Abbessé. On retrouve cette écriture dans certains titres notariés, ainsi que dans le cadastre napoléonien. Ce nom pourrait donc provenir de la présence d'une abbaye de femmes dirigée par une mère supérieure, une abbesse. D'autres ont avancé l'hypothèse que le nom de l'Abbessé venait de la présence de nombreux bouleaux appelés Bessedou. Il existe effectivement dans la région plusieurs lieux plantés de bouleaux appelés les Besses, mais dans ce cas précis le terme est toujours au pluriel. De plus on dénombre peu de bouleaux à proximité du hameau. Sur les limites du village et de Saint-Martin-de-Carrière, existait le pertuis Rostand, mur de rocher dans une faille duquel passait l'ancienne route. Pendant la plus grande partie du Moyen Âge, il servit de limite entre le Briançonnais et l'Embrunais. La commune de l'Argentière. La commune doit son nom aux mines d'argent, qui étaient exploitées dès l'époque médiévale sur son territoire. Proche de l'entrée de la vallée de la Valouise, à la porte du parc national des Écrins, est dominée par des sommets calcaires, dont celui de Montbrison, 2800 mètres. À l'ouest, le vallon du Fournel est un site d'escalade sur cascade de glace réputé. La paroisse date du XIIe siècle, et a été fondée probablement par Oulx. Des documents de 1208, 1266 et 1276 mentionnent l'existence de l'église Saint-Apollinaire. Elle faisait partie anciennement du fief des Rames, et le très ancien château dont on voit encore les vestiges, dans une situation particulièrement forte, au-dessus du village, doit avoir été construit par cette famille princière. Elle devint le chef-lieu du mandement. Lorsque la ville de Rames fut ruinée par les crues de la Durance, son mandement fut divisé en deux, celui de Pallon et celui de l'Argentière. En 1155, le dauphin se fit concéder par l'empereur germanique Frédéric Ier Barberousse, les mines des gorges du Fournel, et s'empara de l'Argentière, rattachant ce bourg au Briançonnais. Cette concession fut renouvelée en 1238. Le castrum de l'Argentière est mentionné depuis 1202, date à laquelle il est confié au dauphin Guy Gandré par le comte de Forcalquier, Guillaume II, en gage du mariage du dauphin, et de la petite-fille du comte. Le dauphin est seigneur majeur du castrum, et perçoit notamment une partie des revenus de la mine de cuivre argentifère. Un châtelain, les Aurus, originaire de cette région, représentant du dauphin, réside à l'Argentière dès 1246. Ceux-ci firent édifier dans la plaine, un autre château et une chapelle, autour desquels se groupèrent les maisons du bourg primitif. 16 hameaux composaient ce bourg, ancienne résidence de seigneurs où différentes constructions se sont succédé, donjons s'élevant près des mines, transformés dès le Moyen-Âge en château fort, château seigneurial, dans la vallée, et enfin le château Saint-Jean. En 1315 l'abbaye de Boscodon y détenait un hôpital.
Au XIIIe et XIVe siècle, le village principal se trouvait dans la grande enceinte repérée à la ville. De nombreux casals, exploitations rurales, étaient situés au pied du château, c'est-à-dire en contrebas du rocher. D'autres maisons étaient également établies à l'extérieur de l'enceinte, près des portes. Au XIVe siècle, la famille Laurus vendit ses droits seigneuriaux à d'autres notables, et c'est alors que fut bâti le troisième château de l'Argentière, XVe siècle, auprès de la chapelle de Saint-Jean. À l'époque moderne, celle-ci s'est étendue du côté du pont de la Durance. Les Hospitaliers. L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem possédait une petite commanderie dénommée dans les pourriers de 1208, Preceptoris Sancti Joannis de Gradibus Caruli. L'emploi du terme gradibus reposerait sur le fait qu'à l'est de l'édifice, situé sur un promontoire, quelques marches descendaient en direction de la Durance, dont le lit au Moyen-Âge était tout proche. Au XIXe siècle, des historiens locaux évoquent la découverte de constructions environnantes, à appareil en arête de poisson. S'agissait-il des ruines de la maison hospitalière ? Les dispositions architecturales de Saint-Jean témoignent de l'attachement aux formes de la tradition lombarde. En 1266, le frère Raymond Chabot est qualifié de Commendator Dicti Hospitali Gradu Caruli d'Argentoria, et Hospitalis Sancti Joannis de Breduno. La chapelle Saint-Jean. Il subsiste la chapelle de Saint-Jean, l'un des plus beaux édifices de l'architecture romane dans la région. Saint-Jean est composé d'une nef unique de 3 travées, voûtée d'un berceau en plein cintre. Une abside semi-circulaire de 2,70 mètres de profondeur, voûtée en cuit de fourre longe l'édifice à l'est. La largeur est de 5,80 mètres pour 13,40 mètres de longueur, et l'épaisseur des murs varie entre 0,95 mètres et 1 mètre. Chaque travée reçoit la lumière par d'étroites fenêtres hautes en forme de meurtrière, fortement ébrasées, une à l'ouest, 2 au sud, 3 au nord, 3 encore dans l'abside. Il existe 2 accès au sud, dont le plus important a été aménagé plus tard, et se situe dans l'axe de la baie opposé au nord. Sur le linteau que des sommiers soutiennent, prennent place une croix, pâtée et des motifs stylisés. Ces profils sont courants dans la région au XVe et XVIe siècle. Le clocher est de section carrée avec des baies géminées au 2e et 3e étage, il coiffe l'extrémité orientale de la nef. L'abside est surbaissée par rapport au corps de la chapelle, et lui donne cette allure archaïque si typique. La chapelle à l'origine en tuque blond, qui est dans la région un matériau traditionnel, a subi les méfaits de la pollution, ici et là l'appareil semble en être définitivement marqué. Les façades septentrionales et occidentales ne présentent pas un grand intérêt. Sur la façade méridionale, sous les meurtrières, 5 modillons en tufs font saillie, il devait en exister un 6e, il servait de support à un auvent en bois. Au sud encore, les baies plus récentes sont appareillées de moellons plus sobres, et surmontées d'un élégant petit arc en plein cintre. Le chevet a davantage retenu l'attention des bâtisseurs. Bien que modeste, sur une voie de passage, il était bien visible par le pèlerin du Moyen-Âge. La décoration y a été soignée, des ouvertures en trompe-l'œil, où se mélangent des retraits dans l'appareil, se succèdent avec des espaces vides, des arcs en plein cintre. Les proportions du clocher carré parlent le langage d'une architecture discrète, mais qui veut se faire remarquer. Ainsi toutes les baies sont géminées, c'est-à-dire doubles, sauf à l'est où elles sont triples. À l'intérieur, les voûtes qui séparent les 3 travées ont été refaites, tout comme les arcs en plein cintre, et l'arc à double rouleau de l'abside. Les 3 baies de l'abside, malgré un air d'austérité dans leur facture, invitent un recueillement dépouillé.
Au-dessus d'elle, un fin cordon délimite l'espace entre les baies, et la naissance de la voûte en cul de four. À la retombée des arcs en plein cintre qui délimitent les travées, un bandeau en pierre arasée épouse le mur. Dans ce pays de montagne, mène le rocafleur dans le lieu saint. Malheureusement Saint-Jean ne resplendit pas, par sa décoration inférieure. Les colonnes engagées s'arrêtent à peu près à mi-hauteur du mur sur des culs de lampe terminés par une scotille et un Bouddha, et enfin en forme de trapèze inversé. Seuls 3 chapiteaux sur les 8 sont dotés d'un astragale, mais les corbeilles sont plus récentes, du XIIIe ou du XIVe siècle. L'emploi de motifs végétaux en forme de palmettes, arabesques ou rinceaux, rappelle également des formes plus modernes. Un seul chapiteau à boutons paraît plus ancien. À l'extérieur, sur le plan décoratif, le visiteur ne manquera pas de s'attarder plutôt à l'abside. Elle est divisée par 4 colonnes engagées qui délimitent 5 pans. Des lésènes, qui composent 13 arcatures, ont alors retombé des culs ornés de masques humains ou d'animaux. Les baies axiales sont un peu décalées par rapport aux espaces réservés par les colonnes engagées. D'anciens clichés de 1908 montrent très nettement la composition du matériau du bahut. L'église comporte d'intéressants les protomées d'animaux, bovidés, cheval, loup, ou les visages humains au rictus expressif. L'un d'eux garde sa facture lombarde de diable, avec ses yeux saillants dans un espace évidé, le nez aplati, et la bouche grimaçante. Pour le XIIe siècle comme tout cela reste archaïque, mais si suggestif. Les structures de ce monument modeste mais typique, sont aussi un rappel et un hommage insistant à la Trinité. Ne retrouve-t-on pas dans toutes les parties de l'édifice, cette présence symbolique marquée par 3 travées, l'abside à 3 baies, l'éclairage ternaire, le rythme d'arcades triplées au chevet? L'empreinte lombarde est profonde, elle nous rappelle dans la rusticité de son vocabulaire, et la modestie avec laquelle elle s'est implantée aux portes du majestueux massif des Écrins, que le prestigieux modèle d'Embrun n'est pas éloigné. La campagne de fouilles du côté de l'abside de la chapelle, en 2000 a permis la mise au jour de cette remarquable tombe rupestre avec plusieurs phases de remploi depuis le XIIe siècle jusqu'à l'époque moderne. Le mobilier archéologique associé est également remarquable, céramique et verres médiévaux, céramique décorée du XVIe siècle, éléments de parure ou de vêtements en bronze. Le XIXe siècle. L'activité minière redémarre dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et le train arrive à l'Argentière, dans les années 1880. L'activité minière cesse au tout début du XXe siècle, mais le relais est pris par la métallurgie de l'aluminium. C'est en 1909 que la centrale hydroélectrique de l'Argentière construite par François Gilbert Planche, est mise en service pour la Société électrométallurgique française, SEMF. Cette centrale électrique est construite pour l'électrolyse du minerai de bauxite pour produire de l'aluminium. Alimentée par 4 conduites forcées, dont 2 autoportées pour le franchissement de la Durance, dotée de dispositions qui permettaient d'utiliser une hauteur de chute de 173 mètres, elle est à son inauguration en 1910 la plus puissante usine hydroélectrique d'Europe avec de 40 000 chevaux. Sa puissance est de 52 MW dès la création, mais l'énergie que la centrale fournit à l'usine se réduit en hiver au quart de ce qu'elle est en été. L'usine d'aluminium est ouverte au moment du rachat du site en 1910, par la Société électrométallurgique de Froges, SEMF, devenue ensuite Péchiney lors de la fusion de 1921 avec la Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la Camargue. L'Argentière-la-Bessée est le siège de la communauté de communes du Pays des Écrins, regroupant 8 communes. Eau et déchets. Le service de l'eau est géré en régie municipale. L'usine désaffectée de Péchiney,
fermé en 1987, a laissé un crassier de 60 000 m3 situé près des berges de la Durance. Il est contaminé par des fluorures. Une déchetterie communale s'y est installée en juin 1998, dans la zone industrielle des Sablonnières. Elle est gérée par la communauté de communes du Pays des Sécrins. La collecte des déchets est assurée par le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Guillestrois, du Queyras, et de l'Argentiérois, et SMTOMGA. Lieux et monuments remarquables. Les mines d'argent. L'origine du nom de la localité vient de la présence de mines de plomb argentifère. Dès l'an 1000 sont attestés d'importants sites d'extraction du minerai de plomb argentifère dans la vallée du Fournel. Leur agencement surprend pour l'époque, galeries de circulation, d'aération et d'écoulement. Prospère jusque dans les années 1870, elle est la plus importante et la mieux organisée du département, employant jusqu'à 500 ouvriers. Elle décline ensuite, et une ultime relance eut lieu de 1901 à 1908. Elle est reconnue au plan national pour la qualité de son minerai et ses performances, introduction de techniques nouvelles. Depuis 1991, des fouilles archéologiques mettent au jour de vieilles machines, et permettent une bonne approche des vestiges de la révolution industrielle. Le site, remarquable par son cadre physique et son histoire mouvementée, est en cours de valorisation. Des visites sont organisées, elles connaissent un succès croissant. La tour de l'horloge. Construite dans l'axe de l'entrée des usines métallurgiques, la tour de l'horloge des Hermès est un témoignage de l'industrie florissante du début du XXe siècle. L'église Saint-Apollinaire. Érigée sur la rive droite de la Durance à la fin du XVe siècle, elle est composée d'une nef unique, surmontée d'un clocher à flèche pyramidale. Le portail principal s'ouvre sur la face sud. Le linteau, orné d'entrelacs gothiques, et les vantaux sont du XVIe siècle. Les peintures murales du mur extérieur sud de l'abside datent de 1516. Elles figurent le thème des vertus, des vices et de leur châtiment. L'église est classée monument historique en 1913 et 1933. La chapelle Saint-Jean. Datant du XIIe siècle, elle a été classée monument historique, le 22 juillet 1886. Le cellier de la Maison Planche. Ce cellier est un témoignage du passé viticole de la région. Presser le vin relevait de pratiques individuelles et chaque famille possédait son pressoir, son cellier. Ce pressoir est du type pressoir à martin, ou pressoir à banc ou à long flux. Le principe a été utilisé pour la fabrication de l'huile d'olive, du cidre et du vin. Le cellier est inscrit au titre des monuments historiques en 1993. Le kiosque. Le kiosque de l'Argentière est un petit chapiteau rose, dont se servent souvent les associations locales lors des fêtes telles que l'Harmonie, l'Écho des Glaciers, le 21 juin fête de la musique, le stand de Noël en période de fin d'année, ou encore la vente de muguet le 1er mai. C'est un des nombreux symboles qui font de l'Argentière une petite ville accueillante.